Bonsoir. Alors que de nombreux Camerounais ont les yeux rivés vers le Conseil électoral d'Elections Cameroun dans l'attente de la publication des listes de candidatures des postulants pour le double scrutin du 9 février prochain, quelques partis politiques tirent déjà les premières leçons des rejets de leur liste de candidatures. Entre grincement de dents et frustration, certains préparent déjà d'ailleurs les requêtes pour le contentieux préélectoral. Et autour de tout ce développement, une question se pose et tient l'opinion en haleine depuis quelque temps, celle de la participation ou pas de cette information politique à ce double scrutin. Le débat enfle pendant que le processus électoral suit son cours. Quelles sont les réserves émises par ces partis politiques au sujet de la tenue de ce double scrutin? Toutes les conditions justement sont-elles réunies pour des élections libres et transparentes à travers tout le pays? Ces questions et bien d'autres, nous les poserons à notre invité de ce soir. Bienvenue à Parole d'Homme. Super. Notre invité ce soir s'appelle Cabral Libi, il est président du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, M. Chipkio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, et c'est bien de le dire, que vous êtes ancien candidat à l'élection présidentielle, arrivé officiellement 3e lors de ce scrutin. Le Conseil électoral d'Elecam Cabral a rendu hier soir public la liste des formations politiques devant concourir pour le double scrutin du 9 février 2020. Pour l'instant, le PCRN est en course pour 13 sièges de députés à l'Assemblée nationale, plus de 35 sièges de conseillers municipaux. Et ce matin, on a aperçu des militants de votre formation politique ou alors des candidats même jubilés pratiquement dans les réseaux sociaux. Est-ce à dire que le PCRN est satisfait de ce travail qui a été fait par Elecam jusqu'ici? D'abord, si vous faites le décompte des sièges, ça ne donnera pas 30... vous avez dit combien? 35 pour... ça ne donnera pas 35 pour les conseillers municipaux. En termes de sièges, oui. Ça donnerait en temps normal près de 1500. Parce que nous sommes en course... 35 listes. Voilà, nous sommes en course pour une quarantaine de circonscriptions. Il en est de même pour les législatives. Je crois sous réserve de la liste de Vouri-Est, qui fera l'objet de contentieux. Nous sommes, je crois, à 36 sièges. Bon. Maintenant, vous pouvez convertir en termes de listes, parce qu'il y a des listes de 3, de 4, d'un siège. Maintenant, la question que vous posez a trait à la satisfaction. Oui. Nous ne pouvons pas être satisfaits. D'abord, notre insatisfaction n'a pas attendu la publication à laquelle vous faites allusion, qui a été faite hier. Depuis le 25 novembre, nous avons saisi le Conseil constitutionnel afin qu'il se prononçât sur le fondement des attributions que lui donne le Code électoral de 2012 sur les préjudices que nous avons endurés. Et il est compétent pour cela. Je le précise encore. Le Conseil électoral connaît des réclamations préélectorales et a le pouvoir d'ordonner les rectifications le cas échéant. Et nous avons fait face à de multiples entraves. Nous avons eu le temps de nous étaler là-dessus, mais c'est le lieu encore de le rappeler. Des entraves globalement de deux types. D'abord celles qui ont trait aux élus locaux, parce qu'il y a un certain nombre d'élus locaux qui doivent nous délivrer un certain nombre de documents, notamment l'extrait du casier judiciaire. Et puis il y a les autres administrations, la préfectorale et puis l'administration fiscale, qui doit délivrer pour le premier, qui doit signer un certain nombre de documents, et puis l'administration fiscale à deux niveaux, les uns devant percevoir le cautionnement, et les autres devant délivrer les non-redevances, les attestations de non-redevance, comme on appelle maintenant. Parce qu'il faut bien préciser que dans les pièces constitutives du dossier de candidature, tel que c'est listé par le Code électoral, il s'agit de deux documents sur cette question bien précise, le certificat d'imposition ou le certificat de non-imposition. Ça veut dire que dans l'esprit du législateur, il s'agissait de l'imposabilité. C'est-à-dire qu'on devait pouvoir avoir affaire à des personnes qui soit peuvent payer des impôts ou
d'autres qui ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas d'activité, qui sont taxables. Mais ce régime a été modifié, non pas par une autre loi, mais par un texte réglementaire de l'administration fiscale qui les a remplacés tous les deux par un autre document, qui est maintenant l'attestation de non-redevabilité, donc de non-redevance. Donc en réalité, on a basculé vers le système de redevabilité de tous. Donc si vous allez au Cameroun maintenant à une élection, vous êtes obligé de payer des impôts. C'est quand même ce qui est extraordinaire. Quand même vous n'auriez pas, vous ne seriez pas assujetti à un impôt particulier, on a établi un raccourci qui vous impose de payer la taxe foncière. Quand même vous n'auriez pas de maison, vous n'auriez pas de terrain. On vous impose quand même, puisque vous habitez quelque part, on vous dit soit vous êtes en location, auquel cas vous devez donner le contrat de bail enregistré, ou alors si vous vivez chez vos parents, il faut payer pour vos parents, des choses comme ça. Donc, mais ça, je vous parle de ça, mais le plus écœurant, et je n'aurai de cesse d'insister là-dessus, ce sont ces maires sortants qui, pour certains, refusent de signer les papiers. Il s'agit également de certaines administrations qui désertent. Je vous prends le cas de Monatel, où l'administration a complètement disparu. Et ce, pendant des jours. Il y a également certains élus locaux qui, de toute façon, eux-mêmes, pendant les 15 jours, ils ont consacré 7 jours à aller eux-mêmes à la recherche des investitures dans leur propre formation politique. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons saisi le président du conseil électoral et nous avons d'ailleurs pris la peine de faire venir à Yaoundé toutes les pièces qui assaillent notre démarche, notamment de l'extrême nord, du nord de partout, Touboro, Guidigis, Moulvoudaï, tout ça. Nous avons demandé, ça fait en somme une trentaine de circonscriptions concernées. Et nous avons fait venir toute cette paperasse à Yaoundé. Et nous avons consacré pratiquement 3 à 4 jours. J'allais moi-même à Elekam, m'assurant que, parce que c'était des lots entiers quand même, m'assurant que pendant des heures, que cela soit enregistré au niveau du courrier et que cela soit transmis à l'administration de l'ECAM. Nous n'avons toujours pas de suite à cette requête et vous savez quelle est notre position là-dessus. Parce que les frustrations sont telles. Vous savez, c'est grave. Oui. Nous sommes une formation politique qui émerge et aller à une élection au Cameroun, vraiment pour les élections locales, j'en parle maintenant d'expérience, c'est la croix et la bannière. Et de voir des gens qui se sont battus pour constituer leur dossier, parfois se sont solidarisés pour cotiser leur argent, et on refuse de le percevoir. Beaucoup d'entre eux pleuraient dans la nuit, je crois, du 24 ou 25, je ne sais plus, qui pleuraient carrément au téléphone. J'ai passé toute la nuit à écouter des gens qui disaient « Nous sommes toujours devant des portes fermées, nous sommes devant des fenêtres fermées, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons nos dossiers en main. » De telles frustrations sont indicibles. Et c'est pour cela que nous avons dit à l'administration de l'ECAM qu'il fallait qu'elle apporte une réponse à cela. Parce que sinon, je vous le dis encore, parce que chaque fois qu'on aborde ces questions, il y en a qui interprètent ça comme ils veulent. Oui. Je vous le dis encore très clairement, nous on a même déjà ouvert des concertations ou des consultations au niveau de la base. Si le parti pense dans sa majorité que ça ne sert à rien d'avaler ces frustrations et d'aller à ces élections, eh bien on n'ira pas. Vous le disiez justement tout à l'heure, Cabral, au-delà de ces frustrations, ou alors au regard de toutes ces frustrations que vous venez de relever, vous aviez justement donné 15 jours, ou alors demandé 15 jours supplémentaires à Elekam pour constituer l'ensemble des dossiers de candidature que vous n'aviez pas pu constituer en ce moment-là. Et manifestement, tel que les choses se passent en ce moment, on a justement le sentiment qu'Elekam ne vous accordera pas les 15 jours. Que fait le PCRN dans ce cas? De toute façon, je viens de vous le dire. Peut-être faut que je me répète. Je viens de vous dire qu'une fois que nous constaterons, nous aurons constaté que l'ECAM ne compte pas nous répondre, nous allons nous concerter au niveau de la base du parti et nous allons décider souverainement de la conduite à tenir pour ces élections. Est-ce que vous avez le sentiment que l'ECAM veut vraiment vous répondre? Parce qu'on a eu une réponse, ce n'est peut-être pas de l'ECAM, mais du gouvernement, le porte-parole du gouvernement, le ministre René Emmanuel Sadi, en compagnie du ministre de l'administration territoriale, qui ont donné une conférence de presse il y a une semaine de ça, une semaine et demie, qui parlait d'une sorte de chantage de certains partis politiques de l'opposition à l'endroit du gouvernement et même de l'ECAM.
Et le ministre Sadi a été clair sur la question en disant qu'il n'était pas question du tout de reporter l'élection, même si les 15 jours que vous demandez n'ont pas d'impact sur la date de l'élection. Mais je répète la question justement, et en rappelant que le 28 novembre, quand vous donnez la conférence de presse ici à Yaoundé, vous n'évoquez pas de concertation avec la base du parti, mais vous dites simplement que si les 15 jours ne vous sont pas accordés, c'est vrai que vous employez le conditionnel, vous pourriez ne pas aller à cette élection. Est-ce que vous pouvez être plus clair sur la question? Je ne sais pas si on peut être plus clair que ça. On vous l'a dit déjà depuis le 28. Je viens de le réitérer. Je ne voudrais même pas qu'on s'attarde là-dessus. Parce que c'est pas... Vous savez, on n'est pas dans une sorte de film où il faut jouer avec le... Je ne sais pas comment ça s'appelle encore, le suspense. Il faut faire attendre un dénouement de je ne sais quoi. Nous sommes un parti qui travaille. Inutile de vous le rappeler. Le PCRN, avant même que je ne devienne le président du PCRN, depuis le 2 janvier, pourquoi je suis sur le terrain avec mes camarades? C'est parce que nous sommes en train de préparer une élection. Nous disions déjà aux Camerounais de s'inscrire massivement sur les listes électorales, vous vous rappelez? Tout à fait. Et les Camerounais nous a informé de ce que nous sommes environ un peu plus de 7 millions d'inscrits. On n'a pas atteint le chiffre escompté dans un pays qui a un potentiel de plus de 13 millions. N'en avoir que 7 millions d'inscrits, on est encore loin du compte. Mais c'est mieux que ce qu'on a vécu jusqu'ici. On ne pourrait peut-être pas s'en féliciter, mais on pourrait se sentir encouragé. Depuis le 11 mai 2019, je suis le président du PCRN. Et nous, pourquoi travaillons-nous d'arrache-pied à implanter le parti sur l'ensemble du territoire, du moins autant que nous le pouvons? Oui. Mais c'est parce que nous sommes un parti qui porte un projet, qui porte une vision et qui recrute sur l'étendue du territoire des personnes en mesure de porter cette vision dans l'expectative un jour de pouvoir exercer le pouvoir. Et le pouvoir, on commence à l'exercer déjà dans les communes, à l'Assemblée nationale, oui, avant le palais de l'unité, qui est le palais qui abrite le président en exercice. Donc nous travaillons pour ça. Il ne s'agit donc pas pour nous de faire du chantage, mais du chantage à qui? Tout à l'heure, vous me demandiez si j'ai le sentiment... D'abord, j'ai eu envie de vous dire que ce n'est pas une affaire de sentiment. Et les CAM a reçu notre requête. Il ne s'agit pas pour nous de tâter ou de sonder. Nous avons invoqué les dispositions légales qui fondent notre démarche. Il appartient donc au Conseil électoral de se prononcer là-dessus. S'il ne veut pas se prononcer là-dessus, il nous le dira. S'il ne veut même pas nous dire, à un moment, nous prendrons acte de ce qu'ils ne veulent pas nous répondre. Peut-être nous référerions-nous en ce moment-là à d'autres autorités qui, à nos yeux, sont garantes de la stabilité et du bon fonctionnement des institutions. Donc, quand vous me parlez... Est-ce que vous ne pensez pas, Cabral, excusez-moi d'insister, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec la publication hier des listes des formations politiques qui ont été arrêtées pour concourir, Elekam vous a donné une sorte de réponse? Elekam a appliqué la loi. Peut-être faut-il le rappeler, 60 jours avant l'élection. Est-ce que si Elekam voulait vraiment vous répondre en vous donnant 15 jours supplémentaires pour continuer à constituer les dossiers, est-ce que l'organe en serait à rendre public les listes des formations politiques appelées à concourir? Je ne sais pas quelle réponse vous voulez que je vous donne. Je ne suis pas sûr qu'en la matière, il y ait un précédent. Le code électoral que j'invoque date de 2012. Il y a eu les élections de 2013, pas d'élections locales. Oui. Sous l'égide de ce code-là, ce sont les deuxièmes. Enfin, c'est la deuxième échéance, après 2013. Je ne me souviens pas qu'en 2013, il y ait eu ce type de situation où un parti politique ou un leader politique exigeait un prolongement pour réparer les injustices encourues dans la constitution des dossiers. Donc, on peut penser que c'est un précédent. Et Elekam, on peut le penser, être en train de réfléchir à la réponse qui va nous être servie. Mais cela n'empêche pas que le calendrier normal, ordinaire, que l'agenda normal qui a été prévu par la loi suive son cours. Et je pense que c'est dans la perspective de cet agenda que 60 jours avant les élections, Elekam a donc décidé hier de publier les listes. Il ne s'agissait pas que du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Je pense que plusieurs partis politiques sont concernés. Vous n'allez pas me faire croire qu'à cause du PCRN, on bloquerait dans le fonctionnement d'une institution et on préjudicierait les autres partis politiques. Non.
Les autres partis attendaient, y compris nous d'ailleurs, puisqu'il y a un certain nombre de dossiers qui ont été déposés, dont nous étions nous-mêmes en droit, dans les délais prévus par la loi, d'attendre que les listes soient publiées. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Donc, je tiens bien à le préciser, vous avez employé le terme chantage tout à l'heure. Oui. Pour nous, il ne s'agit nullement de chantage. Vous savez, faisons la simulation. Chantage à qui? Au pouvoir en place? Parce que qu'est-ce que ça leur ferait que le PCRN n'aille pas aux élections? Ce parti politique se comporte justement comme voulant aller tout seul à ces élections. Il ne se prive d'aucune bassesse pour y arriver. Vous vous imaginez une autorité administrative réputée respectable dans un coin qui, comme un vulgaire bandit, fuit son bureau pour ne pas signer un document? Et vous le voyez d'ailleurs rôder dans les parages. Il va même assister, chose curieuse, on voit des fonctionnaires de la préfectorale qui assistent carrément aux investitures d'un autre parti politique, au vu sur tout le monde, allant d'ailleurs avec commandant de compagnie, commandant de brigade, telle sorte que s'il y a même un braquage dans le coin, il ne se trouvera pas un seul gendarme pour réagir, parce que tous sont en observateur, en spectateur ou en militant, j'en sais rien, dans les investitures d'un autre parti politique. Enfin, chacun sait où il trouve sa carrière. Donc, dans ce type, et je n'ai pas entendu, peut-être parce que ça leur profite, le RDPC me retorquera que de toute façon, ce n'est pas nous qui les avons mandatés pour faire ce qu'ils font, bien que beaucoup de leurs élus soient dans cette situation. Mais justement, ceux qui dirigent le Cameroun, ceux qui gouvernent le Cameroun, s'ils étaient soucieux du bon fonctionnement des institutions, s'ils étaient soucieux d'un jeu politique équilibré, équitable, on n'aurait pas eu la sortie que vous avez invoquée tout à l'heure. Parce que, il y a quelques secondes, vous évoquez effectivement la sortie de 2 membres du gouvernement. Bon, ils parlaient de beaucoup de choses, mais il y a un chapitre, ou plutôt un paragraphe de leur sortie, qui nous était consacré. Mais vous avez vu le dédain, le mépris, l'inconséquence, avec lesquels ils ont abordé une problématique aussi frustrante que la nôtre. Ben, c'est une façon de nous dire, mais écoutez, vous foutez le camp, vous voulez vous aller aux élections. D'ailleurs, ils se sont permis de répondre en lieu et place de l'ECAM, se foutant royalement de la portée d'une telle maladresse aux yeux du monde. Il y a une institution réputée indépendante qui a été saisie sur le fondement de la loi, qui est compétente, mais 1 ou 2 ministres de la République décident, ils estiment que l'ECAM tarde à nous répondre et que ce serait même une sorte de faiblesse. Eux, ils décident donc de nous répondre clairement, lieu et place de l'ECAM, en nous disant, vous foutez le camp, vous voulez, vous allez aux élections, vous ne voulez pas, vous n'y allez pas. De toute façon, nous, on va faire nos élections. On a reçu la réponse du gouvernement. Donc, vous l'avez, la réponse à la question que vous me posez. Ils se foutent royalement que les autres participent ou pas. D'accord. Je rappelle d'ailleurs à l'endroit de nos téléspectateurs que ce n'était pas une réponse seulement au PCRN, mais à côté du chantage, Cabral, vous l'avez dit, vous faites de chantage à personne, il y a une autre thèse qui prospère. Celle qui veut que le PCRN soit dans une sorte de jeu trouble qui consiste justement à brouiller les pistes, mais que le parti sait depuis longtemps qu'il ira aux élections, et d'autres qui estiment justement que le leader du PCRN a peut-être très vite, avant de réfléchir par ailleurs, qui se trouve désormais dans une position un peu inconfortable et donc impossible pour lui de dire clairement si le PCRN ira aux élections ou pas. Inconfort vis-à-vis de qui? Vis-à-vis peut-être des militants, oui, des militants et peut-être des Camerounais. Ah, vous avez des réactions de certains de mes militants qui vous disent qu'ils sont dans l'inconfort, qu'ils sont dans l'embarras. Il y en a qui doivent se poser bloqués. Des questions. Non, vous êtes un journaliste, donc je me dis que vous ne pouvez pas dire des choses pour rien. Je présume que vous avez certainement quelques informations à me donner, peut-être des camarades qui se sont confiés à vous. Oui, il y en a qui se posent des questions. Il y en a qui se sont confiés à vous. Qui peuvent se demander, qui se demandent jusqu'ici, qui se demandent. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait au sein de notre formation politique? Nous avons demandé 15 jours. Les 15 jours ne nous ont pas été accordés. Qu'est-ce que nous faisons en ce moment? Vous invoquez depuis ce matin cette concertation avec la base de votre formation politique, ce qui n'était pas le cas depuis quelques jours déjà. Peut-être que cette sortie de ce matin est venue conforter un peu davantage ces militants de votre formation politique. Parlons justement de cette thèse qui parle d'une sorte d'embrouillamini, d'un flou entretenu par le PCRN. Non, il n'y a aucun flou entretenu sur
quoi que ce soit. Puisque vous prétendez être bien renseigné, vous devez savoir que le PCRN est probablement l'un des partis les plus démocratiques du Cameroun. Vous avez certainement vécu la désignation des candidatures. Comment est-ce que les primaires se sont déroulées? On m'a même reproché l'excès de démocratie, parce que tout partait de la base. Nous sommes dans un parti politique où les militants s'épuisent, s'époumonnent, se sacrifient, se donnent sans réserve. C'est ça qui fait, M. Tchipkiw, que je sois devenu le président de ce parti au 11 mai et que 7 jours plus tard, nous ayons pu défiler dans 182 arrondissements du Cameroun. C'est ça qui fait que le parti dont tout le monde parle, seulement depuis le 11 mai 2019, puisse quand même avoir pu déposer ou essayer de déposer, en évoquant au passage ceux qui n'ont pas pu à cause des entraves que j'évoque, autant de dossiers. Je lis aussi les réseaux sociaux et je vois plein de gens qui se demandent comment ils font en si peu de temps. C'est la traduction de l'abnégation, c'est la traduction de la foi, c'est la traduction de l'attachement aux convictions. Donc, dans ce parti politique, on n'a travaillé que pour ça. On travaille pour les élections. C'est pas un concours de beauté. Nous, on n'est pas dans une affaire. Qu'est-ce que vous allez penser? Qu'est-ce que les autres pensent? D'ailleurs, parfois nous mettons des œillères, nous ne sommes même pas au courant de ce que les autres font. Parce que nous savons quel est le retard qui est le nôtre vis-à-vis des autres, parce que nous avons commencé il y a peu. Donc nous travaillons pour les élections. Vous ne pouvez donc pas avoir autant travaillé pour quelque chose pour créer cette sorte de brouillard ou je ne sais de jeu de trouble. Est-ce que c'est pas le mieux justement ce soir, Cabral, de rassurer tous ceux-là qui ont travaillé avec vous, vous le dites, qui travaillent encore jusqu'en ce moment de ce que le 9 février prochain, le PCRN ira aux élections? Ben vous serez encore étonné. Ce que j'ai dit dans ma sortie, dans la conférence de presse, venait de la base. Il s'agit de cette base frustrée. C'est une partie de cette base qui dit il vaut mieux qu'on n'y aille pas. Mais comme ils ne sont pas seuls, la concertation aura lieu. Donc il n'y a pas d'embrouille. C'est pour ça que tout à l'heure, à l'entame de l'émission, je vous disais que nous sommes sur deux fronts lorsque vous m'avez posé la question de la satisfaction. C'est vrai que je ne suis pas allé au bout de la réponse. Il y a cette requête qui date du 25 novembre dont nous attendons la suite, mais il y a l'avis du parti normal, c'est-à-dire qu'à côté de ceux-là qui n'ont pas pu déposer à cause des entraves, il y en a qui, eux, ont pu déposer. Et c'est pour cette raison que je vous dirais, par exemple, que nous irons, ce soir même, j'ai fait une réunion avec le pool d'avocats, Maître Nouga, Maître Bébé Roger, Maître Madame Boum, Maître Penguer et Anne-Fégon Noah. C'est le pool des juristes et avocats qui a été constitué pour préparer la requête pour la liste du Vouri-Est, qui, hier, vous l'avez certainement appris au même moment que moi, a été rejetée pour défaut de cautionnement. Ben, de toute façon, l'ECAM nous a délivré un récépissé sur lequel il est bien marqué que nous avons tout déposé, et nous avons des photos et tout ce qui l'atteste. Nous pensons, en tout cas, le moment du contentieux viendra et il nous sera mieux expliqué ce qui nous est reproché. Donc nous travaillons pour ça, et c'est le lieu pour moi de féliciter encore mes compatriotes du nord au sud, de l'est à l'ouest, et de la diaspora, parce que nous avons dans nos listes au moins 3 candidats, je crois, qui, pour certains, il y a quelques mois encore, résidaient dans la diaspora et qui sont rentrés pour être candidats et qu'ils sont. Justement, vous avez dit du nord au sud, de l'est à l'ouest tout à l'heure. Avez-vous déposé des listes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Vous avez des candidats dans ces deux régions? Non. Pourquoi? Ben, pour les raisons que vous vous imaginez. Et on n'a pas pu à cause du climat et de l'atmosphère qui y règne, on n'a pas pu implanter le parti. Et nous confessons d'ailleurs à la matière notre faiblesse, parce que je présume que tous les autres partis ont pu le faire. Et accepter, du moins si vos informations le confirment. Pas tous les partis. Et accepter justement, Cabral, d'aller aux élections dans ces conditions-là, est-ce que ce n'est pas justement acter la partition du Cameroun, comme disait une autre formation politique? Cette question vient de vous en tant que personne réfléchie, ou alors vous voulez juste faire plaisir à des gens qui balancent ça tout le temps? Faire plaisir à personne, on pose juste la question. Accepter, justement, je réitère la question, accepter d'exclure 2 régions du Cameroun. Je crois que vous êtes investi dans 7 régions du pays au lieu des 10. Accepter justement d'aller aux élections sans tenir compte du nord-ouest et du sud-ouest, à cause, vous venez de le dire, de la situation sécuritaire qu'on y connaît.
est-ce que ça vous semble logique et acceptable? Monsieur Tchipkio, où étiez-vous en octobre 2018? Au Cameroun. Vous étiez là? Oui. À votre avis, ce n'est pas d'école. La crise anglophone, elle a éclaté dans sa version exacerbée en quelle année? En 2016. Plus précisément en novembre. En novembre, oui. Octobre. Un peu avant. Ok. Je ne sais pas quelles étaient vos activités journalistiques en 2018, mais j'espère que vous avez posé cette question de façon répétitive et récurrente aux candidats à l'élection présidentielle que vous avez rencontrés. Parce qu'il me semble qu'il y avait la crise anglophone en 2018. Vous êtes au courant? Tout à fait. J'ai même l'impression, pour y être allé, parce que je fais partie des rares personnalités politiques au Cameroun, à avoir eu le courage d'aller dans cette zone, notamment à Batibo. Vous avez pu voir les photos et j'ai plusieurs fois raconté ce que j'y ai vécu, à y être allé. J'ai même parfois l'impression que la crise en 2018 était à certains endroits de loin beaucoup plus violente que maintenant. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure. Est-ce que vous la posez vraiment à un journaliste politique qui est au Cameroun depuis 2018 ou alors pour faire genre... on est dans l'évolution, Cabral. Le temps évolue, effectivement. On est passé sur 2018. Alors, et nous sommes en 2019, vous aurez pu prendre en politique, une autre position en l'une 2019, L'une des choses oui, qui me caractérise et peut-être qui me particularise, je ne me jette pas des fleurs, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est ma constance. En 2018, il y avait la crise anglophone. Je suis allé aux élections, tout en livrant ma position sur la crise anglophone, mes propositions, mes positions. D'ailleurs, il me semble on y reviendra tout à l'heure. Parce que la crise anglophone, elle est devenue une sorte d'effet de mode. Ça se mange dans toutes les sauces. Quand nous, on avait le courage d'y aller, ça n'intéressait pas certaines personnes. D'ailleurs, je parle de journalistes. Hein. D'ailleurs, il me souvient, à un moment, lorsque je relevais les erreurs du gouvernement vis-à-vis de cette crise, il me souvient que plein de gens, d'ailleurs, me tapaient dessus. Que n'ai-je pas entendu lorsque je disais on a eu tort d'arrêter tel, on a eu tort de poser tel acte. Mais j'entendais des tas de choses et de certaines personnes. Donc, moi je suis constant sur la crise anglophone. Mes propositions sur la forme de l'État, sur comment on aurait dû gérer telle ou telle chose, oui, je suis constant. Et je suis encore celui-là qui aujourd'hui continue à dire que oui, la guerre, c'est la guerre. Les gens en meurent. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Vous savez, dans le management des hommes, même dans votre propre famille, il y a des choses qu'il faut faire quand il faut. Si on vient vous dire que votre fils a une blessure et qu'il faut injecter l'antitétanique, cette fois, non pas comme sérum, mais comme vaccin, vous ne le faites pas. Plus tard, vous pouvez amputer ce pied. Et vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même. Donc, dans la crise anglophone, il y a eu beaucoup d'actes manqués, il y a eu beaucoup d'erreurs. Ce n'est peut-être pas le lieu de remuer le couteau dans la plaie, ce d'autant qu'il y a du sang qui coule. Il est encore temps de réparer un certain nombre de choses, de poser un certain nombre d'actes. Il y a encore peu de temps, nous nous sommes retrouvés dans le cadre du grand dialogue national. Il en est sorti des recommandations, appliquons-les. Donc la question, peut-être voulez-vous juste meubler du temps, pourquoi je vais maintenant aux élections alors qu'il y a la crise anglophone? Vous auriez dû me poser la question en 2018. Et si moi je vous réponds que si je suis allé à l'élection présidentielle en 2018 alors qu'il y avait la crise anglophone, je peux très bien aller aux élections en 2020, ce d'autant qu'entre-temps, il y a même des nouvelles plutôt encourageantes qui nous parviennent. Moi, je n'y étais pas ces derniers temps. Mais j'ai écouté deux personnes qui y vivent pratiquement. Le cardinal Toumi et surtout M. Andrew Kea, qui est vice-président de la commission épiscopale et qui est l'évêque de Manfé, et qui lui a été plusieurs fois enlevé et qui a perdu ses prêtres et beaucoup d'autres de ses ouailles dans le cadre de cette crise. Moi, je l'ai vu dire à la télé que ça s'apaise, mais qu'il fallait plutôt accélérer la mise en œuvre des résolutions ou des recommandations du grand dialogue. J'ai donc envie de vous dire qu'il est en réalité même plus recommandé d'aller aux élections en 2020 sur le fondement seulement de ce que je viens de vous dire qu'en 2018. Vous décriez un code électoral vicié, Cabral, qui ne garantisse pas des élections libres et transparentes. On vous a écouté à plusieurs reprises sur cette question. Mais vous allez à l'élection, je vais une fois de plus poser la question comme ça. Vous allez me rétorquer qu'en 2018 c'était le cas. Mais vous allez à l'élection avec ce code-là. Vous connaissez la réponse. Pourquoi vous posez la question? Vous allez à l'élection, je la pose pour nos téléspectateurs. Vous allez à l'élection avec ce code-là.
si vous constatez des irrégularités, peut-être avant, pourquoi pas un contentieux préélectoral ou après, êtes-vous prêt à saisir le Conseil constitutionnel? Absolument. D'abord, le code électoral dont nous parlons, il date de 2012. On est d'accord. Et il est déjà le fruit d'un combat qu'il faut respecter. Moi, en 2012, j'étais toujours dans ma zone de confort, débatteur, d'intellectuel, distribuant les bons et les mauvais points. Je n'entre en politique véritablement qu'en 2017-2018. Mais moi, je m'incline déjà devant le combat de ceux qui ont pu faire des élections dans ce pays il y a 10 ans, il y a 20 ans, et qui les remportaient d'ailleurs. Parce que je tiens à vous rappeler que les performances de l'opposition au Parlement ont tendance à décroître au fur et à mesure que leur combat sur le code électoral porte plus de fruits. C'est bizarre. C'est-à-dire que l'opposition camerounaise a eu plus d'élus dans les conseillers municipaux et au Parlement quand le processus électoral était beaucoup plus vicié qu'il ne l'est maintenant. Donc moi je suis même de ceux qui arrivent, peut-être pas au bon moment, mais à un moment qui est moins mauvais qu'avant. Et c'est une question de fond, je crois, qu'il faut poser. Plutôt que de reprendre des questions que les gens aiment reprendre par facilité. Vous savez, il y a une grosse paresse qui règne dans l'espace public de débat et qui fait que les gens aiment, comme des machines qu'on a pu répéter ce qu'ils lisent ou qu'ils entendent dans les bars. Le code électoral que nous avons actuellement a certes des failles. Et je suis le premier à le dire. Avant moi, d'autres l'ont dit. Après moi, d'autres le disent, parfois avec une meilleure dextérité d'ailleurs. Mais ce code a des avancées que nous exploitons insuffisamment. Donc pendant que nous nous battons pour l'améliorer, je ne vais plus revenir sur la réponse, et vous l'avez dit tout à l'heure, que j'aurais pu vous donner. Que si nous pensons que ce code est si mauvais, nous ne serions même pas allés aux élections de 2013. Mais s'il est si mauvais à un point que personne ne peut gagner avec, je me demande comment certains partis d'opposition ont fait pour gagner des mairies. Je me demande, enfin je vais voir cette fois-ci aussi, puisque j'y vais pour la première fois, comment ils ont fait pour avoir des sièges au Parlement. C'est bien avec ce code. La question revient. Le combat doit continuer. Ce code est mauvais. La question il est même tellement mauvais que dans sa phase contentieuse, par exemple le contentieux, vous voyez les limites du contentieux. Et nous l'avons démontré. Vous pouvez prendre, mais je l'avais même d'ailleurs rendu public à un moment, le mémo que nous avons donné, nous, au PCRN, au responsable, la dame des droits de l'homme, Madame Bachelet, lorsqu'elle était au Cameroun. Mais point par point, j'ai des équipes très brillantes de juristes qui m'étonnent chaque fois dans leur capacité à déceler les faiblesses de ce code électoral. Le contentieux des élections, il n'existe pas au Cameroun. C'est un mauvais contentieux. On est d'accord sur ces points. Mais dites-moi, qu'est-ce qui empêche que nous nous battions, d'abord pour nous inscrire, parce que je suis de ceux qui pensent que le premier remède à la fraude électorale, c'est le vote massif. Je ne l'invente pas. Enfin, je n'aime pas revenir sur ces questions. Mais quand dans une autre vie, je fais des études universitaires. Et l'un de mes diplômes les plus élevés, je les ai faits sur une étude portant sur les élections. Et c'était quelques années après le bac. Et il m'arrive d'ailleurs d'enseigner d'autres sur ces questions. Donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas les seuls au monde à organiser des élections. Le premier remède à une fraude, c'est le vote massif. Alors, lorsque nous demandons aux gens de s'inscrire, et que d'autres disent aux gens de ne pas s'inscrire, mais après vont quand même aux élections, pour que les gens à qui ils ont demandé de ne pas s'inscrire les votent. C'est le premier paradoxe que je relève. L'autre paradoxe, c'est celui de la représentation ou de la représentativité dans les bureaux de vote. Monsieur Chipkio, excusez-moi. Merci. C'est clairement démontré, et je l'ai fait à maintes reprises. Nous aurons 25 000 bureaux de vote par là. À peu près le même nombre de bureaux de vote. Je suis d'accord. Il y a des bureaux de vote fictifs qu'on crée d'ailleurs le jour du vote. On a même eu droit l'an dernier à quelque chose de beaucoup plus incroyable. Les noms qui ne sortent même pas carrément dans les listes électorales. Et en cela, j'ai dit, Elekama a innové dans la nouvelle technique de fraude. Peut-être vont nous servir une autre innovation. Cela n'enlève rien à la qualité du service que je n'ai eu de cesse de saluer, tout au moins
dans ce processus électoral jusqu'ici, et vous m'avez entendu en d'autres occasions féliciter M. Egbert, le président du conseil électoral, ou M. Essoussé, qui est le directeur général des élections. Mais n'empêche, ils peuvent toujours nous surprendre avec autre chose le 9 février 2020. En attendant, nous savons que nous pouvons être représentés dans les bureaux de vote. Travaillons à cela. Là, on vient de publier les listes. Mais avant même cela, nous savons comment ça se passe. Faisons-nous représenter dans les bureaux de vote. Rassurons-nous que ceux qui nous représentent dans les bureaux de vote, ceux qui sont désignés pour surveiller le vote, qu'ils surveillent véritablement et qu'ils nous ramènent les PV. Moi, j'attends toujours qu'on me donne les PV entièrement sortis des bureaux de vote d'une circonscription électorale qui vous donne gagnant et qu'on annonce ou proclame que quelqu'un d'autre a gagné. J'attends toujours qu'on me fasse cette démonstration, ça ne vient pas. Alors, je suis le premier souvent à m'indigner de cette situation. Figurez-vous que dans les résultats officiels de l'élection présidentielle de 2018, elle est quand même informée de ce que, du moins ceux qui proclament les résultats, m'ont informé de ce qu'il y a eu 221 000 Camerounais qui ont voté pour moi. Mais quand même, j'ai été incapable, sur les 221 000 Camerounais qui ont voté pour moi, d'en trouver 25 000 seulement pour qu'ils surveillent le vote. C'est pour ça que j'ai eu la peine à réunir les PV. Et figurez-vous qu'il y a quand même des gens qui, en ce moment bien précis, sont certainement assis quelque part en train de boire 2 ou 3 bières en disant le processus électoral, ça ne sert à rien, vraiment la fraude, ça ne sert à rien. Les mêmes, le jour du vote, vont quand même percevoir 1000 francs, 2000, pour ramener les bulletins de vote d'autres partis politiques à un parti politique ou à un individu qui leur donne 2000 francs, 4000 francs, 5000 francs. Ce sont toujours les Camerounais qui se comportent comme ça. Donc, c'est bien, nous sommes dans un pays de débat. J'aime bien une chanson de Petit Pays, toute récente, où il dit « Les débats, nous sommes forts. Les critiques, nous sommes forts. Quand vient le moment d'agir, chacun est chez lui, dans sa zone de confort, attendant que les anges descendent du ciel pour faire quelque chose. » Parce que je connais des pays proches du Cameroun, où il y a eu des avancées très intéressantes. Il y a même le bulletin unique. Vous savez, dans certains pays très proches du Cameroun, on applique même déjà le bulletin unique. Mais curieusement, dans ce pays-là que je ne veux pas citer, c'est quand on a appliqué le bulletin unique que le président qui est là depuis une éternité a gagné avec le plus fort pourcentage depuis qu'il est candidat. Donc c'est une façon de vous dire, tant que le peuple ne s'investit pas, tant que le peuple ne participe pas, et c'est pour ça que nous, et je salue le docteur Bitouga qui au PCRN anime l'Académie citoyenne, davantage d'ailleurs avec 11 millions de citoyens, nous essayons d'éduquer les populations, partout où nous allons. C'est pour ça que vous me rencontrez, moi, et vous me voyez plus sur le terrain, pour dire aux populations, oui, il y a des insuffisances, oui, il y a des hypothèques, mais il y a quelques avancées qui ont été obtenues par ceux qui ont mené ce combat. Essayons d'en tirer le meilleur parti. Conscient justement de tout ce que vous relevez, Cabral, vous irez aux élections et vous venez de le dire tout à l'heure, vous serez prêt à saisir le Conseil constitutionnel et du coup... Je n'ai peut-être pas été clair. Oui. Il se pourrait que le PCRN n'aille pas aux élections. C'est à l'issue de la concertation que nous allons organiser, que nous allons vous informer de la décision que nous aurions prise. Vous l'avez dit tout à l'heure, si vous constatez des irrégularités, vous serez justement prêt à saisir le Conseil constitutionnel. Du coup, une question se pose, pourquoi ne l'avoir pas fait en 2018, après l'élection présidentielle? Pourtant, vous avez vous-même relevé qu'il y a eu des fraudes massives après le scrutin présidentiel. Pourquoi vous ne l'avez pas saisi à cette époque-là? Vous étiez vraiment là, en 2018. Oui. Donc, vous devez savoir que nous avons saisi le Conseil constitutionnel, mais que notre requête a été rejetée. Vous l'avez déposée en retard, c'est de ça qu'il s'agit. Ok. Il se trouve justement... Je suis encore obligé. Oui. Vous savez, M. Tchipkio, ne vous constituez pas en relais de ce qui n'est pas juste. Vous n'êtes pas obligé. La raison qui a été donnée si par vous envoyez le votre Conseil constitutionnel justement pour et rejeter votre requête, c'est chez qu'elle a vos été confrères il y a retard. quelques jours. On se limite Si à vous ça. envoyez votre fille, vous achetez, je ne sais pas quoi. Nous sommes dans des pays d'Afrique, acheter des bonbons de l'autre côté de la route à 18 h. Si on vous appelle et on vous dit que votre fille a été violée, accepteriez-vous qu'on vous dise que vous avez tort de l'avoir envoyée à 18 h acheter des bonbons? Une façon de dédouaner celui qui a violé votre fille et de vous accuser, vous, de vous culpabiliser pour avoir envoyé votre fille. C'est de ça qu'on parle. La loi, elle est claire. Le contentieux
s'étale sur 72 heures à compter de la date du scrutin. La date. La définition de la date, pour ceux qui ont fait des études de droit, on appelle ça amusement juridique. C'est quoi la date? C'est des questions qu'on pose même pas en première année. J'ai envie de dire en vente de la première année. La date en droit. La date en droit a une définition. L'heure en droit a une définition. Et la date, vous savez quand ça commence et quand ça finit. Qu'est-ce qui s'était passé avec Mais nous, notre requête que nous avons déposée autour de 19 h, le troisième jour, a été rejetée au motif qu'on aurait dû le déposer avant 18 h parce que c'est 72 heures à compter de l'heure de clôture des bureaux de vote. Alors que le même code électoral dit qu'un bureau de vote peut ne pas se fermer à 18 h. Si le président du bureau de vote, pour une raison simple, si à 18 h moins 5, il y a 200 personnes qui s'amènent subitement dans un bureau de vote pour voter, vous croyez qu'ils auront fini de voter en 5 minutes? Non, évidemment. Ça va se prolonger après 18 h parce qu'ils sont venus juste avant 18 h. Et ce bureau de vote va fermer à 20 h, probablement, ou 21 h. Et si on doit donc compter pour ce bureau de vote, 72 heures plus tard, ça donne donc 21 h du troisième jour. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on parle de date. Et que de grands juristes nous aient opposé une telle violation de la loi. Et qu'aujourd'hui, vous croisez des gens qui vous disent « Oui, écoute Cabral, tu aurais dû toi aussi, avant 18 h. » Je leur dis, le jour où on va violer votre petite fille, vous répondrez au violeur, vous n'auriez pas dû l'envoyer. Il ne faut pas cautionner des choses pareilles. C'est inadmissible. On a été là encore victime d'une injustice. Mais comme il n'y a pas de contentieux des élections au Cameroun, puisque de toute façon, une fois qu'ils ont décidé, qu'ils ont rejeté, vous n'avez aucune autre voie de recours, vous subissez. C'est ce qui nous est arrivé. Autre chose, Cabral, qui fait croire ou qui donne l'impression à l'opinion que vous êtes justement prêt, et vraiment prêt à prendre part à ce scrutin du 9 février 2020, c'est ce post sur votre page Facebook, prêt du moins financièrement. Facebook, il y a quelques jours, vous parliez justement d'une levée de fonds en interne dans votre formation politique de près de 80 millions de francs CFA en quelques jours. Beaucoup de gens demandent comment vous avez pu réussir un tel miracle. Comment cela a été possible? Et on sait que plusieurs mois d'ailleurs avant les élections présidentielles de 2018, vous n'avez pu récolter que 30 millions. Comment, selon vos chiffres toujours, comment en quelques jours vous avez pu récolter 80 millions de francs CFA en interne? Vous savez, tout à l'heure, lorsque vous posiez votre question, vous avez dit de façon itérative, vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Vous n'aviez pas encore achevé la question. Et si on coupe votre question à ce niveau-là, je peux vous le dire, nous sommes prêts. Nous sommes prêts d'abord sur les idées. Et j'ai précisé financièrement. Je pense que le public camerounais sait quelle était la qualité du projet que nous portions à l'élection présidentielle. Nous sommes prêts pour apporter la preuve aux Camerounais qu'on peut gérer autrement les communes. Vous reviendrez dessus, Cabral, tout à l'heure. À démontrer aux Camerounais sur la question que c'est que le mandat d'un député de la nation. Nous y reviendrons, Cabral. Rassurez-vous, il y a une partie de l'émission qui est prévue pour ça. Mais pour le moment, on parle justement de ces 80 millions de francs CFA. On se demande comment cela a été possible en quelques jours. Comme vous le dites vous-même, en interne à votre formation politique, quelle est la chimie qui vous a permis d'arriver à ce résultat, à ce chiffre-là? Vous devriez rendre la chaîne qui vous emploie beaucoup plus respectable. Quand je vois le matériel qu'il y a dans ce studio, je crois qu'il y a des caméras qui pourraient coûter... C'est les questions qui intéressent nos téléspectateurs. Qui pourraient coûter 80 millions. Je crois qu'il y aura des questions qui vous intéressent davantage. Oui. Non, je vous le dis parce que je présume que vous êtes une chaîne très regardée. Et ce sont les chaînes les plus regardées qui sont les chaînes les plus riches. Pour une raison simple. Parce que votre audience fait que la plupart des annonceurs viennent vers vous. Et c'est pour ça que vous avez plus de publicité, c'est pour ça que vous aurez les meilleures images, ainsi de suite, le meilleur matériel, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous n'êtes pas en politique, c'est pour ça que je fais l'analogie. Pour que vous compreniez qu'autant votre qualité, la qualité du journaliste que vous êtes, vous, la qualité de l'émission que vous faites,
qui draine une forte audience. C'est elle qui fait que vous aurez un salaire plus élevé. Tout à fait. Parce que la forte audience draine plus de publicité, plus d'annonceurs, et votre patron a envie de vous mettre dans de meilleures conditions de travail. Vous avez compris pourquoi je fais cette analogie. Si nous sommes sur le terrain et que nous travaillons, ça porte du fruit. Et c'est peut-être ça que vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas en politique. Parce que nous sommes un parti politique qui bosse. Parce que nous sommes au PCRN des militants solidaires qui portent un projet. Que l'on voit arpenter des sentiers, des villages. Nous prenons des risques sur des motos, sur des pirogues. Qu'il pleuve, j'aurais eu envie de dire qu'il neige, mais il n'y a pas de neige chez nous. Mais j'ai dû affronter la neige en allant sous d'autres cieux à la rencontre des Camerounais. C'est ce travail permanent. Et je vais me rappeler que nous ne sommes pas dans un concours de beauté. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en train de le faire mieux que d'autres, plus que d'autres. Vous ne nous trouverez pas en train de dire, nous sommes meilleurs que tel autre. Non. Mais les Camerounais nous observent. Les Camerounais voient ce que nous faisons. Et d'ailleurs, à cela, il faut ajouter aussi que le niveau de l'adversité compte aussi. Parce que curieusement, nous sommes dans un environnement où, pendant que vous investissez l'essentiel de votre énergie à travailler à proximité des Camerounais, à présenter votre projet, il y en a d'autres qui, eux, travaillent plutôt, investissent plutôt l'essentiel de leur énergie à vous détruire. Bon, ça peut marcher des fois. Mais après, les gens se fatiguent et commencent à se dire, mais, tant qu'à faire, travaillez vous aussi. Mais je ne m'attarde pas sur cela. Donc, je voudrais juste vous rassurer de ce que, à l'allure où nous allons, nous pourrons un jour lever le milliard. Et ce jour est proche. Parce qu'il suffit, et j'aime faire cette arithmétique, vous savez, 1 million fois 1000, ça fait 1 milliard. Ça veut dire que si 1 million de personnes cotisent 1000 francs CFA, ça fait un montant inquiétant de 1 milliard de francs CFA. 1 million de personnes, c'est à peine, je crois, le quartier Vogada et le quartier Mimboman. À Yaoundé, parce que je crois que Yaoundé, disons, c'est le tiers de la population de Yaoundé. Donc, en fait, pour lever 1 milliard de francs, si vous êtes crédible, si vous êtes sérieux, si vous êtes travailleur, si vous portez un projet qui charrie espoir, espérance, vous pouvez lever 1 milliard. En combien de jours vous avez pu lever les 80 millions? Quand vous exaltez 80 millions seulement, ça nous rappelle encore tout le chemin qu'on doit parcourir pour arriver à lever 1 milliard aux prochaines élections. Et croyez-moi, nous allons continuer à travailler d'arrache-pied et nous allons y parvenir. Vous n'avez pas clairement répondu à ma question. Pour terminer sur le fundraising. Que voulez-vous que je vous dise? Pour terminer sur le fundraising. Je vous dis qu'en politique, si vous êtes sérieux, lever de l'argent, ce n'est pas un miracle. D'ailleurs, j'espère que vous vous renseignez sur ce qui se passe ailleurs. Nous sommes le seul pays, peut-être parce que je suis l'acteur politique, et je dois le reconnaître, qui a, et ce n'est pas une innovation en tant que telle, mais qui a démocratisé le fundraising en politique. Parce que nous sommes dans un environnement où on entretenait une sorte de mythe de l'homme politique riche, de l'homme politique accompli. Apparemment, pour vous lancer en politique, à un certain niveau de leadership politique au Cameroun, mais ça je l'ai découvert quand je suis entré en politique, il fallait se prévaloir d'avoir d'abord roulé sa bosse, d'avoir été ministre, d'avoir construit des maisons, d'avoir plusieurs voitures, d'avoir voyagé 1000 fois, sans d'ailleurs que personne ne vous demande exactement d'où vient votre argent, ne questionne votre parcours. C'est bizarre. Et j'ai découvert en politique, ben c'est amusant, qu'en fait, beaucoup font exactement, excusez-moi, ce que je fais. Derrière la parure des hommes, excusez-moi, des hommes accomplis, au-dessus de tout besoin, qui ont tout, mais en réalité, tous mendient auprès du peuple. Ce qui est plutôt quelque chose d'honorable. Parce qu'en réalité, figurez-vous, est-il si simple de se lever un matin et de dire au peuple, trouvez 80 millions, et le peuple vous donne 80 millions. Il faut avoir un niveau de sympathie, un niveau de respectabilité, un niveau de crédibilité, je le reconnais,
que beaucoup d'hommes politiques n'ont pas. Donc beaucoup n'osent pas faire le test de crédibilité que nous on fait au PCRN et préfèrent jongler pour y parvenir. Je dis jongler, mais je mets entre guillemets parce que je n'ai pas toujours le temps d'aller chercher à savoir comment ils font. Mais j'aimerais vous inviter à faire des émissions d'investigation là-dessus. Cabral Libi, au moins, on sait d'où lui vient son argent. Mais de temps en temps, demandez aux autres aussi. Pour terminer sur le fundraising, Cabral, pourquoi associe-t-on le mouvement 11 millions de citoyens à votre formation politique, le PCRN? Quel est l'accord qui lie les deux entités? Quel est l'accord qu'il y ait 11 millions, qui lie d'ailleurs toujours? C'est juste qu'ils ont décidé de tenir un certain type de propos. Quel est l'accord qui lie 11 millions de citoyens au Parti Univers? C'est pas nouveau. 11 millions de citoyens. Justement, on parle de 11 millions de citoyens est une association. Oui, et du PCRN. C'est une association qui travaille à l'éducation citoyenne, qui fait dans l'humanitaire, qui fait dans le social. Ceux qui suivent nos activités savent de quoi ça retourne. C'est davantage le secrétaire général, M. Aristide Eko, qui anime les activités maintenant que moi je suis beaucoup plus engagé en politique. Et nous travaillons à 11 millions de citoyens, non pas seulement avec le PCRN, non pas seulement avec Univers. Nous travaillons par exemple avec l'UDC. Mais on nous a vu plusieurs fois dans des activités communes avec M. Sambaka, pour ne prendre que ce cas-là. Nous travaillons avec plusieurs formations politiques. Parfois c'est plus retentissant dans certaines activités que vis-à-vis d'autres. Mais il n'y a aucun... je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Nous trouvons cela normal. Maintenant, s'il y a quelque chose d'anormal en cela, vous pouvez aussi nous aider. Je voudrais que l'on parle maintenant, Cabral, justement du projet que vous portez ou alors de vos candidats, les candidats du PCRN pour des communes, pour ceux qui sont justement candidats à la députation et bien d'autres. En termes de modèle de gestion locale, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, vous êtes foncièrement, peut-être c'est trop fort, contre la décentralisation. Vous proposez d'ailleurs le fédéralisme communautaire que vous portez. Vous avez d'ailleurs été au Grand Dialogue National, vous avez défendu cette thèse là-bas qui malheureusement n'a pas beaucoup prospéré. On en est sorti encore avec la décentralisation. Avec la décentralisation justement qui semble ne pas avoir beaucoup marché dans notre pays. Comment vos élus locaux, si vous en avez bien sûr, si vous allez aux élections, si vous en avez à l'issue des élections prochaines, comptent se prendre sur le terrain pour implémenter la politique de gestion locale que vous avez avec cette décentralisation qui semble avoir montré ses limites dans notre pays? Alors, c'est une très bonne question parce que quelles que soient les entraves, quelles que soient les difficultés, notre mission, et en tout cas notre volonté, est de démontrer, un peu comme je le disais du processus électoral tout à l'heure, qu'il y a quelques ouvertures qui peuvent être exploitées à bon escient si on a un projet, si on a des idées, si on travaille de façon concertée, de façon suivie. Et la première chose que le PCRN va faire, si jamais Dieu nous fait grâce d'avoir des élus, de gagner des communes, ce sera d'assurer le suivi de la déclinaison et de l'implémentation du programme sur la base duquel nous aurons été élus. C'est une question que j'ai souvent posée, mais je ne voudrais pas parler des affaires qui ne me concernent pas. Mais parfois, j'observe la gestion des communes, j'observe le management de certains élus locaux, et je me demande si les partis politiques qui les ont investis ont encore un regard sur ce qu'ils font. Parfois, j'arrive à la réponse négative. Et ça me chagrine. Parce que le parti politique est comptable de ce que font ces élus, qui ne sont élus que sur la base d'un programme. D'abord, d'un projet qui est décliné de façon sectorielle, puisqu'il s'agit de plusieurs circonscriptions électorales, par un programme. Et ça, vous m'avez posé la question sur le modèle, c'est la première chose sur laquelle nous allons veiller. Ce d'autant qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas le choix. Je viens d'entrer en politique et je compte rentrer dans l'histoire politique du Cameroun comme celui qui était porteur de ce que d'autres appellent la destruction créatrice. La rupture qui a fait naître définitivement l'espérance, qui a fait voir le jour au Cameroun de nos rêves, ce rêve que nous caressons tous. Ça, c'est une chose. Maintenant, je vais, si vous le permettez, faire cette bifurcation.
Je ne suis pas contre la décentralisation. Je suis pour la décentralisation aboutie. Et je suis constant là-dessus. Maintenant, je suis bien conscient des entraves qu'il y a au Cameroun. La décentralisation au Cameroun, c'est ce que d'autres appellent sorte de miroir aux alouettes. Méfiez-vous de ce que vous voyez. En apparence, on vous aligne des textes, on vous aligne des institutions qui pour certaines n'existent pas. La région existe dans la Constitution depuis 1996. Les textes qui régissent son fonctionnement datent de 2004. Et d'ailleurs, un de ces textes dit que la région peut créer des lycées, recruter des enseignants et nommer des proviseurs. Je prends seulement ce cas. Beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Mais cette région n'a jamais vu le jour. Il y a absence de volonté politique, on est absolument d'accord. Le premier indicateur, c'est le pourcentage qui est consacré à la décentralisation. La dotation à la décentralisation, si vous revenez sur le texte que le Premier ministre a signé en février, c'était en février dernier, c'est 50 milliards, dont 35 qu'on divise, qu'on repartit à toutes les communes au titre de l'investissement à raison de 100 millions par commune. Oui. Je vais y revenir tout à l'heure. Et le reste d'ailleurs, on redistribue même aux administrations qui doivent assurer le suivi de la dépense de ces 50 milliards. Mais 50 milliards, ça représente quel pourcentage dans le budget du Cameroun? Là, celui qu'ils viennent d'adopter, je crois, c'est 4 951 milliards. Je crois qu'il y a eu une baisse de 101 ou une augmentation. 260 milliards. Voilà. Je crois que c'est 4 951 milliards. 50 milliards de 4 951 milliards, c'est moins de 1%. Mais vous me direz, c'est pas tout, mais on peut toujours faire le calcul. Parce que le financement des communes, ça vient de quoi? Ou des collectivités territoriales décentralisées. Ça vient de la dotation spéciale de la décentralisation. Ça vient de la fiscalité de transfert, ce qu'on appelle la fiscalité de transfert. C'est-à-dire ces impôts qui sont prélevés pour le compte des communes et qui leur sont reversés sous la forme de ce qu'on appelle CAC. Sauf que, arrêtons-nous un peu. Monsieur Tchikio, il faut que les Camerounais sachent, et ça fait partie des chantiers que nous allons porter. Il faut que les Camerounais sachent que les finances pour la décentralisation sont comme le sang pour le corps humain. S'il n'y a pas une circulation fluide du sang dans votre corps, ben vous allez mourir. S'il n'y a pas une circulation fluide des financements dans les collectivités territoriales décentralisées, elles ne peuvent que mourir. Première chose que je voudrais dire rapidement. De quel droit même? J'entends souvent les gens dire les maires n'ont pas le niveau. De quel droit? Je rappelle que le président de la République qui est au sommet de la pyramide institutionnelle est un élu. C'est-à-dire c'est le peuple qui décide que vous êtes président de la République. Personne n'a le droit de dire que vous n'avez pas le niveau si le peuple vous a élu. Et la première chose que j'exige, et l'une des choses que nous les maires, PCRN, allons exiger, c'est du respect. Parce que notre mandat, sans compromission aucune, nous sera venu du peuple. Et c'est le peuple qui aura jugé qu'on a le niveau. C'est pour ça que l'État du Cameroun, et nous sommes en train d'arriver, et nous préférons le leur dire dès maintenant, doit s'assurer que l'argent, les finances qui doivent permettre de financer les projets sur la base desquels les élus sont élus, doivent être mis à disposition. Parce que figurez-vous, je parlais de la fiscalité de transfert tout à l'heure. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que l'émission de l'impôt, le recouvrement de l'impôt, c'est toujours les fonctionnaires des impôts. Donc, les élus locaux sont complètement exclus du processus d'émission et de recouvrement de l'impôt. Ça leur revient à l'heure voulue par le gouvernement, par les CAC. Mais comment est-ce possible? Qui mieux que le maire peut aider l'administration fiscale à asseoir véritablement l'assiette même des contribuables? Ça, c'est une chose. Si vous revenez sur la dotation spéciale de la décentralisation et même sur les fonds liés au transfert de compétences, vous savez comment on y accède? Non pas par allocation financière, mais par système de carton, c'est-à-dire autorisation de dépenses. Nous sommes dans un pays où, en réalité, les élus locaux sont les sous-traitants du budget de l'État. C'est-à-dire, on affiche une parure sur laquelle on dit que vous avez 100 millions. Mais en réalité, c'est l'État qui vous autorise, quand il veut, à la fréquence qu'il veut, avec la taille ou les montants qu'il veut, à accéder à cela. Alors que la moindre des choses serait de respecter les communes et d'allouer dans leur compte cet argent. Ça, c'est l'aspect institutionnel. Oui. Mais nous venons avec des projets. Lorsque nous disions à la présidentielle, et permettez-moi d'insister là-dessus parce que c'est très important, je pourrais revenir sur les failles institutionnelles tout à l'heure.
là où nous allons gagner les communes, les Camerounais verront ce que c'est que la mise en place d'une agro-industrie. L'une des premières failles du Cameroun, c'est le sous-encadrement administratif. Beaucoup de gens ne savent pas que si le Cameroun est aussi impotent qu'il est, c'est parce que pour plus de 25 millions d'habitants, nous avons à peine 300 000 agents publics. Ce n'est pas possible. En Tunisie, pour 11 millions d'habitants, ils sont 800 000 agents publics. Des pays comme l'Algérie, j'y étais, c'est 2,5 millions d'agents publics pour un peu moins de 40 millions d'habitants. Au Cameroun, vous voyez l'État absent partout. Le premier levier par lequel on peut régler ce problème, c'est le levier des collectivités territoriales décentralisées. Et c'est pour ça qu'il faut véritablement décentraliser le pouvoir. Et nous, on va démontrer qu'on peut créer de l'emploi à partir des communes par des projets, des deux piliers qui sont les nôtres, l'agro-industrie et la construction. Nous avons décliné pendant la présidentielle, nous disions, et nous avons démontré comment nous pouvions faire exploiter dans un pays qui a 17 millions de terres arables, parce que le Cameroun, dans son entièreté, c'est 47 millions d'hectares. 17 millions de terres arables, et c'est bien de donner ces chiffres parce que les gens peuvent comparer. Je prends simplement un pays comme la Malaisie. C'est le même montant, enfin, je dis montant, c'est le même chiffre. C'est 17 millions de terres arables pour environ 23% de leur territoire. Le Cameroun, c'est 36% de ton territoire. Vous connaissez le taux d'exploitation, vous le connaissez, c'est 6 à 10%. Le président lui-même l'a dit dans un de ses discours. Il faut commencer par là, l'agro-industrie. J'aime souvent citer le cas Niété, ou Cotin. Le cas Niété, pour moi, est très bien. Pour 17 000 hectares d'exploitation, pour l'EVA, vous avez près de 6 700 emplois directs et indirects que ça a pu créer. C'est ça la clé pour le Cameroun, l'agro-industrie. Mais évidemment, il faudra régler la question foncière. Et pour nous, ce sera un cheval de bataille. La gratuité du titre foncier. Et les gens verront comment des maires, des élus locaux, peuvent travailler au Cameroun à faciliter l'accès gratuit à la propriété foncière. Parce que la terre au Cameroun, c'est un capital mort. Les gens ont des terres, mais comme ils n'ont pas de titre de propriété là-dessus, ben ils sont pauvres. C'est pour ça que je dis souvent pour rire que le problème des Camerounais, ce n'est pas les pauvres. En fait, les pauvres sont la solution. Mais c'est parce que ceux qui sont au magistère, ceux qui exercent le pouvoir, ne prennent pas les décisions qu'il faut. Et c'est pour ça que nous avons hâte de prendre la direction des mairies et de démontrer comment on peut créer des agro-industries, comment on peut lancer la construction, comment on peut recruter des Camerounais, c'est-à-dire résoudre le problème de l'emploi, entre autres. Merci Cabral, vous avez longuement élaboré sur ce projet. Je voudrais maintenant... Ça dépend des questions que vous posez, je pourrais aller plus loin. Pour sortir, justement, que nous évoquions quelques sujets liés à l'actualité, peut-être pas l'actualité très récente de notre pays, parce qu'il ne nous reste plus assez de temps. D'abord, la question sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un grand dialogue national dans notre pays. Vous avez été un acteur de ce grand dialogue. Et à l'issue de cette rencontre, vous aviez déclaré que c'était une réussite totale. Vous êtes prêt à le répéter aujourd'hui? J'ai dit, moi, que c'était une réussite totale. J'en doute. Parce que j'étais le premier tout au long du grand dialogue national à relever les hypothèques. Vous avez magnifié vous avez salué le grand dialogue national, c'est-à-dire quelques jours après le dialogue, vous avez dit que c'était une réussite. Peut-être dans l'organisation ou alors, on ne sait pas, mais quand certains se demandent où en est-on avec l'implémentation des recommandations et autres, vous avez déclaré justement que c'était une réussite. C'est bien, vous avez évolué. On voit bien que vous avez soustrait l'épithète totale. Je peux encore vous concéder que j'ai pu dire que c'était une réussite. Pour moi, compte tenu du contexte, il fallait le faire. Et c'est pour ça que je suis de ceux qui s'y sont dévoués. Parce que je le dis encore, quand on parle de la crise anglophone, peut-être d'autres la manipulent à d'autres fins. Vous savez, j'observe comment ça se passe dans l'espace politique. L'inimitié vis-à-vis du pouvoir de c'est plus 40 ou 50 ans qui nous dirige, fait que, effectivement, et c'est légitime, ça peut se comprendre, on peut vouloir s'accrocher à tout ce qui peut mettre ce pouvoir en difficulté. Je suis le premier, enfin, c'est le jeu politique. Mais là, chaque fois que moi j'aborde la crise anglophone, je parle des gens qui meurent, des gens qui se sont déplacés. Moi, j'étais vice-président d'une commission aux côtés du cardinal Toumi, où on évoquait la question des déplacés. Dans mes activités politiques de terrain, je suis allé dans les camps de déplacés. À Olanguina, par exemple. Il y a un camp de déplacés. Olanguina, c'est dans la Mefou, à Famba. C'est un arrondissement de la Mefou à Famba, dont Fou, Esse, Djendouane et autres. Je cite ces noms parce que j'y vais constamment. J'y ai des militants. J'ai vu le désarroi dans lequel nos compatriotes
se trouve. C'est pour ça que je me suis toujours dévoué à trouver une solution à la crise. Je ne suis pas à la décision, mais le peu que je peux faire, je le fais avec dévouement. Parce que je considère que nous devons mener le combat politique dans un environnement où nous pouvons aller et venir. C'est pour ça que je me dévoue. Et j'ai salué une chose, que près de 800 personnes, je crois que c'est les chiffres qu'on a donnés, se soient retrouvées à Yaoundé. Et des personnes de divers horizons, des Camerounais vivant ici, venant de la diaspora, des personnes concernées même au premier chef par la crise, notamment les leaders d'un parti comme le SDF, dont on sait tous que le fief politique, c'est la partie anglophone, ou même certains leaders de premier plan de la crise anglophone qui ont travaillé, nonobstant les entraves, nonobstant les blocages. Pour quel résultat? Il y a quand même... On vous oui, mais pour les résultats qui sont formulés en termes de recommandations. Oui. Moi, j'ai fait des recommandations. D'ailleurs, certaines d'entre elles ont été suivies de fait. Vous vous rappelez que c'est le terme réussite qui prête un peu à équivoque. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que vous voyez au moins qu'on arrive à l'implémentation de quelques recommandations, au moins de la première, pour parler d'une réussite de ce grand dialogue? Vous avez pas de la réussite simplement de l'organisation ou alors de la situation sur le terrain. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez fait le terrain. Avez-vous constaté en ce moment où vous parlez de réussite que quelque chose avait réellement changé? Non, je l'ai dit clairement. Enfin, vous voulez un peu polémiquer, mais c'était, j'avais bien parlé d'une réussite, certes relative. Écoutez, je considère, peut-être vous, pour vous c'est un amusement, mais pour nous autres qui avons des agendas dans nos activités, consacrer une semaine, là, au palais des congrès, pour nous autres, c'est un sacrifice. Et je considère que tous les autres Camerounais qui étaient là avaient fait le sacrifice de se retrouver pour qu'ensemble nous réfléchissions à trouver une solution à un problème qui préoccupe la communauté nationale. Et le seul fait que les gens aient accepté, nonobstant les entraves qu'il y avait, des questions que nous avions souhaité voir abordées ne l'ont pas été. La question de la forme de l'État. À un moment, il y a des compatriotes qui se sont fâchés, qui ont claqué la porte. Certains sont partis, d'autres sont revenus, ainsi de suite. Vous voyez bien qu'il y avait un énervement des fois. Je vous y avais croisé, vous avez tout couvert, vous savez tout ce qui s'est passé. Donc, pour moi, le fait que les gens se soient retrouvés et aient réfléchi et aient formulé des recommandations, dont certaines nous sommes convaincus qu'elles sont suivies de mise en œuvre ou des faits, pourraient non pas forcément solutionner la crise anglophone comme une chiquenote du jour au lendemain, mais pourrait constituer, et nous sommes nombreux à le reconnaître, une réelle amorce de solution à cette crise. Donc, c'était une phase. Évidemment, comme je vous le disais, c'est une question d'amplitude. Si on veut apprécier la réussite jusqu'à la mise en œuvre, ben, il ne suffira même donc pas seulement d'entamer la mise en œuvre, il faudra attendre de voir maintenant les fruits ou la portée de cette mise en œuvre. Chacun peut se situer dans cette amplitude, mais toujours est-il qu'on ne peut pas balayer du revers, en tout cas pas moi, qui y ai participé, qui m'y suis dévoué, avec d'autres. Je me rappelle que mes équipes avaient travaillé des jours et des nuits, non seulement mes équipes organisées au Cameroun, mais jusque dans la diaspora. Je leur avais dit, travaillez en comité sur tous ces différents points, proposons des solutions, et mes équipes s'y sont dévouées. Et moi, leur leader, je ne peux que les féliciter pour ce dévouement pour la nation. Maintenant, nous ne tenons pas toutes les rênes, nous ne tenons pas tous les leviers. Ceux qui sont en charge de mettre en œuvre doivent s'acquitter de leur tâche. Dans la continuité de la question, Cabral, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le cardinal Toumi, qui était en mission d'explication sur le terrain, c'était dans le nord-ouest, et Monseigneur Androu, qui est évêque de Manfé, dans le sud-ouest. Les deux hommes revenus faire un compte rendu chez le chef du gouvernement il y a quelques jours, ont parlé justement de la mise en application de ces résolutions, et notamment de celui relatif au statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous, Cabral Libye, vous mettez quoi dans ce statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest? Non, je ne fais pas partie des comités S'il vous était demandé de faire des propositions, bien compris, allant dans le sens justement peut-être de la résolution rapide de cette crise, ce serait quoi? Non, ce serait des spécificités. Des spécificités liées à la gouvernance locale, par exemple, qui tiennent compte de la charge historique. Vous savez, les premières expériences, par exemple, de municipalisation, on ne le dit pas suffisamment, datent de 1921, avec les Native Councils, dans la partie anglophone, alors que dans la partie francophone, il a fallu attendre 20 ans de plus, je crois en 1941, pour avoir les premières municipalités de Bouya, je ne sais plus, de Douala et de Yaoundé. Donc, ils ont une culture, par exemple, de la gouvernance locale,
qu'on pourrait intégrer dans leur spécificité et qui d'ailleurs plus tard va influer sur la partie francophone. Il y a des questions liées à la langue. Ne l'oublions pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi je suis opposé au fédéralisme étatique comme sujet de droit. C'est-à-dire que je m'aligne, moi, sur la pensée des pères fondateurs de la nation camerounaise, qui, dans les années 40 et 50, et j'invite, d'ailleurs c'est souvent diffusé sur cette chaîne, le discours du héros national Ruben Oumioben, le 17 décembre 1952, lorsqu'il parle de la réunification du Cameroun, c'est-à-dire du retour à la forme que le Cameroun avait avant le 4 mars 1916, date de la partition du Cameroun, après que l'Allemagne ait perdu la Première Guerre mondiale, entre les Français et les Anglais. Et Dieu sait que l'esprit nation est né dans ce pays, justement dans les années 1900. J'ai même envie de dire, mais ça c'est la partie historique, on peut même rentrer aux années 1800. Parce qu'on ne le dit même pas souvent, mais Locke Priso, encore appelé Kouma Mbappé, lui par exemple, et même le roi Elamé de Jos, Locke Priso, c'est Bonabéry, n'avait pas signé le traité germano-douala. Mais passons. Mais plus tard, on a vu ce pays mobilisé contre l'occupation allemande. Les 30 années d'occupation allemande ont été au Cameroun en réalité 30 années de révolte collective. C'est pour ça que vous allez citer la révolution de Madi dans les années 1907, vous allez citer la révolution d'Omba Bissoko au sud, vous allez citer la révolution de Bafout ou de Bandeng, ou la révolution à l'est, comme on a vu le voir avec le roi Osindigue et autres. C'était un esprit. Et les pères fondateurs de la nation camerounaise voulaient que nous revenions à cela. C'est pour ça que la bifurcation de 61, qui, comme le français le dit, réunification, réunifier, qui signifie unir à nouveau ce qui a été divisé, plutôt que d'unir à nouveau ce qui avait été divisé le 4 mars 1916, en réalité, on a plutôt bien divisé. Donc, après 40 ans de vie séparée, on a ajouté 40 ans de vie commune, mais de cohabitation, c'est ça qui a débouché à 72. Donc, en réalité, on doit pouvoir construire cette spécificité, ce statut spécial, en tenant compte tout juste, en réalité, des spécificités d'ordre linguistique, par exemple, du système juridique, par exemple, qui est hérité du système anglo-saxon, sous réserve de ce que nous nous arc-boutons encore ici sur la common law, qui n'existe même plus au Nigeria et qui n'existe même plus en Angleterre. Mais la culture, c'est la culture. Donc il y a un certain nombre de choses liées au système éducatif, liées au système judiciaire, liées à la gouvernance de proximité, liées à la dévolution même du pouvoir. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la, mais c'est ça la démocratie de proximité, ça fait partie des choses qui pourraient rentrer là-dedans. Mais moi, je continue à penser que toute décision que nous prendrions dans ce sens, en termes de statut spécial, comme toute chose spéciale, ça doit tenir sur la durée. Le vrai chantier qu'il faut engager dans ce pays, c'est le chantier de l'intégration nationale. Mais un chantier précédé par l'identification de nos identités. C'est pour ça que pour moi, les régions ne peuvent plus être des points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Les régions doivent être des circonscriptions de notre identité. C'est ça que nous appelons le fédéralisme communautaire. Cette identification nous permettra donc d'engager un véritable chantier d'intégration nationale qui va gommer des avatars, comme nous le décrions tous maintenant, qui ont trait au tribalisme et autres. Donc, je crois avoir essayé d'apporter une réponse à votre question, tenir compte des spécificités, mais inscrire cela sur la durée pour que finalement nous retrouvions cet état que nous avons perdu, que nous devons au combat, et en tout cas pour lequel beaucoup de nos héros sont morts. Le Cameroun réunifié. Cabral Libi, il nous reste un quart d'heure pour sortir de cette émission et d'habitude nous prenons des questions de téléspectateurs qui nous regardent, des questions qui nous sont posées sur une autre page Facebook. La première, bonsoir Cabral. Qui ont été publiés hier par Elecam, on constate que le PCRN est représenté en majorité seulement en pays Bassa. Pourquoi? Une question de Lionel. Je vais répondre. Ça veut dire que le Bamboutos, avec M. Olivier Atimbop, qui est à la tête d'une liste de 4 députés, c'est certainement en zone Bassa. La liste de Galim, certainement en zone Bassa. La liste de Menganga, c'est 41 sièges. C'est certainement en zone Bassa. Le Mbéré peut être à côté de Nyon Ekele ou dans le Nyon Ekele. La liste des députations dans le Mbéré, évidemment, c'est 4 sièges. C'est le cas. Certainement, Atifi Ferdinand,
qui est candidat dans le maillot d'Anaï, non. Certainement Bassa. Évidemment, la liste de Kaikai. Kaikai, c'est un arrondissement de la Sadanga Martine. Je continue. Restons sur le... Oui. Certainement Mokolo. Oui. La liste de Mokolo, 61 conseillers. Sur le, et M. Hamatoukour Gandhi, il est certainement mon cousin. Majoritairement. Vous en avez combien? Longo. Je pourrais continuer à Kribi. Vous voyez Kribi 1 et 2. Vous en avez sont apparemment des arrondissements d'Union Ekele. Vous en avez combien en Pays Bassa? Pour être clair, pour trancher sur la question. Ben, écoutez. Combien? Pourquoi vous ne me demandez pas combien nous avons de candidats en pays Pour trancher simplement sur la question et pourquoi vous ne me demandez pas combien à Maroua, à Diamari Est, ainsi de suite, ainsi de suite. Écoutez, évitez, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les paresseux. Vous savez, quand vous préparez vos émissions, prenez du temps. Vous savez que j'ai été dans votre position à un moment. Je sais que c'est pénible, mais il faut prendre du temps. Plutôt que, bon, encore que là, c'est pas votre émission, c'est une question de téléspectateurs. Donc j'ai envie de dire à ce, j'ai pas de reproche à vous faire, j'ai envie de dire à ce téléspectateur, ouvrez simplement les yeux. Si c'est pas le cas, trouvez des lunettes. D'ailleurs, il y a eu ces derniers temps, à notre QG, des partenaires qui sont venus distribuer des lunettes. On en a encore en réserve. On pourrait lui répondre ça simplement. Permet à ce téléspectateur de pouvoir lire les documents de l'ECAM. On peut répondre. Vous pouvez répondre simplement aux téléspectateurs et faire la polémique et on va avancer. Écoutez, vous savez, moi je ne suis pas de cet esprit-là. Oui. Je suis Camerounais. J'ai cette grâce d'être reçu à Bégué Palam. Bégué Palam, c'est un village de Kaikai ou à Kousseri. Je salue mon frère Adji qui travaille d'arrache-pied ou mon frère Oumar à Makari qui ont travaillé. Donc moi j'ai cette chance d'être reçu dans ces localités pratiquement avec la même chaleur que lorsque je me retrouve à Ezeka ou à Bodmakak. C'est une grâce. Je rends grâce à Dieu tous les jours pour ça. Parce que le plus difficile dans un pays comme le Cameroun, c'est d'être accepté par les autres. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est ça que je retiens. Je vous répondrai en vous disant que si vous mettez sur la balance, il y a moins de listes en zone Bassa que partout ailleurs dans notre échiquier. Voilà qui est clair. Une autre question. Bonsoir à Cabral Libi. Que répondez-vous à ceux qui estiment ou alors à ceux qui estiment que l'ECAM vous a fait une faveur en vous donnant l'occasion de faire déposer vos listes après le délai qui était retenu. Voilà. Mais de quoi on parle? Je vous ai dit, vous savez, pour des questions comme ça, j'ai juste envie de commencer à rendre hommage à mes camarades qui se battent. Vraiment, laissez-moi saluer M. Zourba Pabame, que l'on a vu pleurer il y a quelques jours, il y a 1 ou 2 jours, sur un plateau. Lui vient de Figuil. Et qui disait comment il a souffert des entraves et qu'il a été contraint de déposer un dossier incomplet. Vraiment, permettez-moi de saluer Atikou, parce que je sais comment Ousmane Malpetel et les autres se sont battus pour qu'on puisse y arriver avec les 61 de Menganga, ou que Toukour s'est battu à Mokolo. Vous savez, ma porte-parole, à cause des entraves à mon atelier, parce qu'apparemment j'ai eu des faveurs, ma porte-parole, c'est elle qui porte, vous l'avez vu, elle est au créneau, je veux dire, elle est en tête de pont pour porter cette requête, parce qu'elle n'a pas pu. Elle a déposé à mon atelier une liste avec toutes les entraves, toutes les difficultés. Donc, je reste convaincu que si il y avait des facilités pour déposer après, mais je l'aurais fait pour j'allais dire Youssoufa, il a déposé à Pitois, mais je l'aurais fait pour Zumba, qui, pour ceux qui l'ont vu, il est d'ailleurs une personne vivant avec handicap et qui a travaillé comme un malade. Je l'aurais fait pour mes camarades de Touboro, qui sont restés devant la trésorerie jusqu'à minuit, m'appelant toutes les 5 minutes en pleurs, en disant tout ce qu'on a fait, comment ça va être ruiné à cause de la méchanceté des gens. C'est de ça que je vous parle. Et vous avez des gens qui vous racontent des inepties, Elekama fait ci, Elekama fait ça. J'ai même lu des choses comme ça, comme quoi. Moi, je vais tout le temps à Elekam, parce que je voulais que Elekam reçoive tous les dossiers dont je vous parle. Tous ces dossiers sont rentrés sur Yaoundé. Beaucoup ont fait le déplacement, sont venus nous les donner. Et on a pris pratiquement 3 jours. On y allait, on passait des heures pour les faire enregistrer. Et nous continuons à nous battre. Quand je parle de cette affaire, c'est avec des larmes. Nous continuons à nous battre.
et puis que les gens se mettent à raconter une autre des question, inepties. C'est tellement frustrant, ce sera la dernière. ça rajoute aux offenses. Mais ça vous permet de répondre justement à ceux-là qui disent parfois des choses qui ne sont pas vraies. Cabral, permettez que je pose la dernière question. Est-ce que vous êtes rendu compte, Cabral Libi, que l'élan que des jeunes Camerounais avaient pour vous avant l'élection de 2018 a chuté? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? D'abord, je ne sais pas. C'est Ben Pat Moundene qui nous pose la question. Je n'ai pas l'unité de mesure. Moi, j'ai plutôt l'impression de l'inverse. Je rencontre, quand je fais la comparaison entre les meetings de 2018, je ne parle pas des meetings de la période électorale, c'est-à-dire des 2 semaines de campagne avec les grands meetings et autres, mais des meetings d'éducation, d'explication, d'implantation du parti. Ils sont de loin plus courus en 2019 qu'en 2017 et 2018. Tout à l'heure, vous vous rappelez par exemple, pour lever seulement, parce que finalement tout ça, les Orange Money, les MTN Money et tout ça, ça n'avait donné en réalité que 11 millions, je crois. Je l'ai toujours dit, puisque tout ça avait été remis à la presse. Je l'ai toujours dit que les 15 millions, la moitié de ma campagne, a été payée. Et aujourd'hui, je peux donner son nom par un jeune Camerounais que vous pouvez appeler. Bon, je ne vais pas donner son nom, mais qui est du maillot Tsanaga, un jeune Camerounais qui est à mon âge et qui est un homme d'affaires, qui a payé de sa poche ces 15 millions. Et je me rappelle que toutes les levées de fonds, d'ailleurs, de 2000, c'est amusant, on y pensait récemment, de 2018, qui ont entraîné et charrié toutes sortes de commentaires, n'ont pu donner qu'un peu moins de 70 millions. Mais là, on vient de lever autour de 100 millions. Sans toutes ces manœuvres de et en interne en plus. Et en interne en plus. Vous ne nous avez pas vu en Allemagne ou en Suisse ou ailleurs. Donc, pour moi, ce sont des indicateurs. Peut-être qu'il y a dans... Vous savez, il y a des Camerounais. Je n'oublie pas que dans mes rangs, à cause de toutes les bêtises qu'on racontait, et pour certains d'ailleurs, des gens qui m'étaient proches, beaucoup y ont cru, en s'en sont allés et sont revenus. Vous savez, le paradoxe veut que souvent quand les gens démissionnent, ils publient, mais quand ils reviennent, ils ne publient pas. Il y en a aussi qui sont partis d'ailleurs, qui sont revenus. Donc moi, je pense que le PCRN se porte très bien et c'est ce qui peut justifier l'étonnement de beaucoup. J'ai tout entendu que c'est le RDPC qui nous a payé les cautions. J'imagine même que c'est le RDPC qui nous a donné aussi ses militants pour que nous puissions constituer des listes. Donc, pour un parti qui n'avance pas, un parti, comment il fait pour étonner par le nombre de ces listes sans bruit? Ce n'est que le début de l'étonnement. C'est pour ça que j'invite encore les Camerounais qui nous regardent à faire le tri dans tout ce qui leur est déversé à longueur de journée. Il y a beaucoup d'oisifs, mais ça aussi, ils en ont le droit. On a le droit d'être oisif, on a le droit de ne rien foutre, d'être bon à rien et de publier des inepties sur les routes. Ils en ont le droit. Mais j'interpelle quand même les Camerounais à être vigilants parce que nous travaillons. Et je l'ai découvert, et je peux l'avouer ici, que la politique, c'est vraiment le terrain. La politique, c'est vraiment la proximité. Et cette politique-là ne cessera d'étonner ceux qui ne comprendront pas que c'est là qu'il faut la faire. Jusqu'à ce que nous entrions dans ce studio, Cabral, ce sera la dernière question pour sortir. Le Conseil électoral n'avait toujours pas publié les listes des candidats. Mais peut-être que c'est le cas pendant que nous sommes en direct. Vous avez vos équipes derrière, on peut nous le confirmer, mais jusqu'à ce que je vérifie tout à l'heure, il n'en est encore rien, jusqu'à ce qu'il y a 5 minutes. Pourtant, justement, il y a cet article 187 du Code électoral qui est évoqué et qui stipule justement ce qui concerne les législatives que 60 jours au moins avant la clôture du scrutin, le Conseil électoral arrête et publie la liste des candidats à cette élection. Du coup, beaucoup évoquent justement le fait que si ce soir, à minuit, ces listes ne sont pas publiées, les élections deviennent illégales. Vous vous situez de quel côté? Mais au-delà même de ça, la loi que vous venez de citer précise bien que les CAM publient les listes. Oui. Les listes des candidats et pas les listes de formation politique. Non des partis politiques. Et hier, on a eu droit non pas aux listes, mais aux partis politiques. Et moi, je n'ai pas manqué de saisir les responsables de l'ECAM à ce sujet. Visiblement, l'ECAM avait encore jusqu'à ce soir, c'est-à-dire aujourd'hui à minuit, pour publier les listes des candidats. Il n'est pas encore minuit. Si jamais on arrive à ce cas de figure, si ce n'est pas fait. Et c'est très intéressant. Vous savez, pour un pays comme le nôtre,
il faut effectivement éviter d'avoir affaire à ce que les juristes appellent le droit mou. C'est-à-dire ce droit dont la violation n'emporte même pas la responsabilité de ces violateurs. Parce que la vraie question, elle est là. C'est-à-dire, la loi dit il faut publier les listes. Et on ne publie pas les listes, on publie autre chose, ça passe. La loi dit vous avez jusqu'à tel jour pour faire telle chose. Vous ne faites pas, les gens s'en indignent, les gens y bavardent, et ça passe, ça n'emporte aucune responsabilité, et personne, mes équipes qui sont de l'autre côté me font des signes en me disant que les listes ont été, les listes ou les partis politiques, je ne sais pas ce qui a été publié. Parce qu'avant d'entrer justement, nous avons vu certaines listes qui étaient des listes venant des démembrements régionaux de l'ECAM. Cette fois-là, pas du Conseil électoral. Bon, peut-être que ça. Non, mais de toute façon, c'est l'ECAM. Tout à l'heure, oui. Si l'ECAM publie les listes au niveau des communes ou de ses agences départementales ou régionales, c'est toujours la publication. Il n'est pas dit que la publication doit forcément être faite. Mais c'est le lieu quand même d'interpeller l'ECAM sur cette question. C'est-à-dire, moi, je ne cesse de saluer les améliorations que j'observe dans la qualité du service qui est rendu vis-à-vis des partis politiques. Et c'est le lieu de dire. Maintenant, vous savez, parmi les choses qu'il faudra changer dans ce code électoral, tout à l'heure, je parlais des pièces qui sont signées par certaines autorités ou certaines personnes qui nous sont concurrentes. Et il faut changer ça. Je pense qu'on doit pouvoir arriver à un point, et nous, si nous allons à l'Assemblée, ça fait partie des choses pour lesquelles nous allons nous battre, pour que des documents comme le cautionnement, par exemple, qu'on puisse le payer à l'ECAM, puisqu'il y a un agent comptable là-bas, que les pièces qu'on nous délivre, la carte d'électeur, par exemple, vous ne pouvez l'avoir que si vous avez la carte d'identité. Et la carte d'identité, vous ne pouvez l'avoir que si vous avez le certificat de nationalité. Donc, en réalité, on n'est pas obligé de faire cet empilement de documents en créant des goulots d'étranglement. Et l'ECAM peut délivrer ces choses. Et je crois que parmi les choses qu'on devrait pouvoir changer, c'est même ces délais. Parce qu'il est donné 10 jours, je crois, à l'ECAM, finalement. Il leur est donné 10 jours pour statuer sur ces listes. Moi, j'ai essayé de faire le calcul. Je ne me mets pas à la place de l'ECAM, je ne suis pas là-bas. Parce qu'ils pourraient, c'est leur affaire, mais ils pourraient eux-mêmes s'en plaindre. Mais j'ai quand même vu que si vous avez 360 communes et je ne sais pas, 400 partis qui tous proposent des listes, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de documents, et l'ECAM doit pouvoir examiner, et d'ailleurs c'est le Conseil électoral qui doit pouvoir examiner cela en une dizaine de jours. Je crois que c'est un travail fastidieux. C'est d'ailleurs pour cela que vous en êtes certainement rendu compte hier. Ils ont publié dans leur site internet, je crois, les listes, enfin les partis politiques pour les législatives, mais jusqu'à ce soir, ils n'avaient pas publié pour les municipales parce qu'il y avait des erreurs. Et lui-même n'a eu de cesse pendant qu'il lisait, je suivais à la radio, et il disait l'erreur est humaine, il a dit une dizaine de fois, comme pour dire on a fait ce qu'on a pu en 10 jours, mais comme vous pouvez le voir. Donc je crois que parmi les choses qu'on pourrait améliorer, c'est le rallongement, par exemple, de ce délai de 10 jours pour qu'ils aient plus de temps. Mais eux aussi, ils doivent apprendre à se plaindre. C'est-à-dire, c'est ça qui est bizarre dans notre pays. Et finalement, on cautionne tout le temps des inégalités et d'autres choses qui ne sont pas normales. Si vous êtes l'ECAM et que vous vous rendez compte qu'il y a une chose qui n'est pas normale, c'est vrai, dans leur rapport qu'ils rendent souvent après les élections, ils formulent des recommandations, mais c'est mou. Lorsqu'ils font des sorties de presse, ils doivent pouvoir eux aussi monter au créneau en disant les 10 jours qui nous sont impartis pour faire le travail sont insuffisants, mais je ne me mets pas à leur place. Pour le moment, je prêche pour la chapelle du parti d'opposition que je suis et je me battrai bec et ongle pour que toutes ces pesanteurs que nous voyons dans nos codes électoraux, si nous avons la grâce d'avoir des députés, peut-être, nous l'espérons, en nombre suffisant, qui cumulé avec le nombre de députés remportés par d'autres partis d'opposition, pourrait, comme en 92, nous donner la majorité au Parlement. Parce que c'est par là que je voudrais finir et dire aux Camerounais qu'ils doivent aller voter massivement. Que le PCRN, en bout de compte, aille aux élections ou pas. Il faut aller voter. Parce que, nous ne l'oublions jamais, l'opposition camerounaise a déjà gagné des élections dans ce pays. C'était en mars 1992, lorsque le RDPC, sans le code électoral actuel, sans l'ECAM, sans ONEL 1, 2, 3 et tout le reste, l'opposition, parce que les gens étaient engagés, parce que les gens participaient, parce que les gens y croyaient, l'opposition avait pu remporter la majorité. N'eût été le comportement, chacun peut juger s'il veut, les acteurs de l'histoire,
des leaders politiques de l'époque, les choses auraient pu se passer autrement. Une autre opportunité se présente à nous. 7 millions de personnes inscrites sur les listes électorales. Si on peut faire mieux qu'en 2013, en termes de taux de participation qui était de 76%, aller même à 80, voire 85%, choisissons des gens qui portent un projet. Et Dieu sait que ça s'est beaucoup rajeuni dans les listes. J'ai vu, y compris même les listes du parti au pouvoir. Ça veut dire qu'il y a une pression réelle qui vient du terrain. Oui. Choisissons des gens qui peuvent faire bouger les lignes. Et ce que nous avons raté en 2018, nous pouvons le rattraper en 2020 et entamer le chantier de redressement de ce pays. En parlant de 2018, Cabral, ce sera la dernière et c'est encore un des spectateurs qui la pose. En 2018, après l'élection présidentielle, quand vous dites c'est un candidat de l'opposition qui a gagné les élections, et vous dites après, de quoi s'agit-il, à quoi est-ce que ça retourne? Ben, je l'ai dit, je le redis encore, je l'avais même dit avant. J'avais dit avant à RFI, à BBC, à TV5, que le plus difficile ne serait pas de battre pour le bien. Le plus difficile serait de le prouver. C'est pour ça que j'ai dit après l'élection qu'il se peut même qu'un candidat de l'opposition... Vous l'avez dit que c'est un candidat d'opposition qui avait gagné. Mais je suis foncièrement convaincu pour avoir travaillé sur le terrain. Si vous voulez remuer toutes ces questions... C'était qui le candidat de l'opposition en question? Mais justement, comme je vous l'avais dit avant, si on ne surveille pas le vote, on ne peut pas avoir la preuve de ce qu'on allègue sur cette question bien précise. On peut me taper dessus si on veut. Mais les gens n'aiment pas qu'on leur renvoie au visage leur propre médiocrité, leur propre défaillance. On ne peut pas construire un pays en ne renvoyant la responsabilité qu'aux autres. Ces Camerounais qui prennent 2000, 3000 pour voter contre ou des gens, ramener des bulletins. Ces gens à qui on dit allez vous inscrire sur les listes électorales et écoute plutôt ceux qui leur disent de ne pas le faire pour ensuite aller prétendre que ceux-ci ont gagné, ceux-ci n'ont pas gagné. Moi, je ne suis pas dans ce jeu. Apparemment, la politique, c'est perdre du temps sur des balivernes comme ça. Il faut que les gens soient conséquents. Et c'est ce à quoi j'engage mes camarades. Ou vous faites une chose, ou vous ne la faites pas. Vous allez à une élection, inscrivez-vous. Il faut surveiller le vote. Nous ne cessons de le dire. Surveillons le vote. Et nous pourrons donc, au soir du 9 février 2020, dire qui a gagné, qui ne l'a pas, qui n'a pas gagné, avec les preuves à l'appui. Si on ne le fait pas, eh bien, rebelote, on va recommencer à chialer comme on en a l'habitude, mais moi je ne serai pas là. Merci Cabral, on vous souhaite bon vent pour cette élection législative. Justement, vous avez dit vous êtes candidat à ces élections législatives. On vous souhaite bon vent et à tous les autres candidats du PCAN. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous mardi avec un nouvel invité. Bonsoir.